Des maths et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur Salomon. Si vous êtes arrivé là sans avoir vu la première partie, je vous invite vivement à aller la voir, sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis si vous êtes là parce que vous avez vu la première partie, j'espère que la suite vous plaira. Donc reprenons. Alors à la fin de la première partie, on a pu voir que Salomon avait acquis de nouveaux territoires, menant le royaume à son extension maximale, et avait obtenu la paix avec Charles le Chauve grâce au traité de Compiègne. Seulement, en parallèle de cette guerre qui a mené à cette paix de Compiègne, Salomon avait entrepris de reprendre contact avec l'Église afin de relancer son projet d'Église bretonne. Mais pour ce faire, étant donné qu'il a des soucis avec l'Église franque, il va essayer de s'adresser directement au pape. Le pape du moment est alors Nicolas Ier, et qui Salomon va discuter directement par lettre afin d'essayer de trouver un compromis à cette histoire d'évêché de Dole. Mais cette relation épistolaire ne plaît pas du tout à l'église franque, qui va mettre une pression au pape pour qu'il ne cède pas aux demandes de Salomon. Les évêques francs envoient donc des lettres particulièrement agressives au pape, et ils ne lésinent pas sur les mots pour parler des Bretons. Dans une de celles-ci, ils disent que les Bretons n'ont plus de culte et vivent dans une sorte d'état sauvage provoqués par leur rébellion, qu'ils ne sont que des barbares d'une férocité extrême qui négligent tous les préceptes sacrés et n'ont de chrétiens que le nom. Évidemment, ils veulent que le représentant des Bretons, comme ils l'appellent, se soumet à Charles et lui verse un tribut. Seulement, cette querelle va être stoppée en 867 puisque le souverain pontife meurt. Ce moment correspond également à la paix entre Salomon et Charles le Chauve, la paix de Compiègne, et une recrudescence des raids vikings. Et le nouveau pape, Adrien II, va bien se garder de remettre ça sur le tapis. C'est également à ce moment-là, juste après le traité de Compiègne, que Charles se décide enfin à reconnaître Salomon comme roi officiel. Ainsi, 11 ans après son régicide et s'être mis la couronne sur la tête, Salomon est enfin un roi reconnu. Mais ce moment choisi par Charles n'est pas anodin puisque les Vikings commencent vraiment à embêter tout le monde dans le secteur et qu'il a besoin d'un allié fort. Et il sait très bien que Salomon n'arrêtera jamais de le harceler tant qu'il ne sera pas reconnu roi. Donc en faisant ça, il s'assure d'un allié fort sur les côtes atlantiques pour essayer de s'occuper des Vikings. Oui, parce qu'un groupe très important de Vikings s'est installé dans l'estuaire de la Loire. Et Salomon demande de l'aide à Charles pour les déloger. Et ce groupe n'est pas inconnu, puisqu'il est mené par nul autre que Hasting, l'ancien allié mercenaire de Salomon. Charles envoie donc des troupes pour l'aider, mais ces derniers n'écoutent pas grand-chose et saccagent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. Donc ils sont renvoyés chez eux. Salomon se retrouve donc seul face aux Vikings, mais il arrive à les déloger de l'estuaire de la Loire avant de les poursuivre sur la Vilaine jusqu'à ce qu'ils s'installent auprès de Redon. Mais au lieu de combattre, les Vikings préfèrent négocier, ce qu'ils font assez souvent. Salomon accepte et ils s'en vont de Bretagne. Mais pour certains hauts dignitaires bretons voulant se mesurer aux terribles Vikings, cet acte de négociation de Salomon passe pour de la faiblesse. Notamment le cas de Gurwan, le gendre d'Erispoé, qui l'a un peu mauvaise, et c'est assez important pour la suite de l'histoire. Mais les Vikings s'en vont, et Salomon peut enfin retrouver une Bretagne en paix. Il va relancer une dernière fois son idée d'église bretonne, puisqu'il organise un voyage à Rome pour aller négocier directement avec le pape. Mais alors qu'il doit partir, en 872, les Vikings d'Hastings reviennent et recommencent les pillages. Salomon se voit alors dans l'obligation d'annuler son voyage, mais il envoie tout de même une ambassade avec un petit cadeau intéressant. Il s'agit ni plus ni moins que d'une statue en or ornée de pierreries, grandeur nature, de la taille et du poids de Salomon. Mais Salomon reste là pour essayer de s'occuper des Vikings qui sont de plus en plus entreprenants. Quant à cette histoire d'église indépendante bretonne et de cet évêché de Dole, c'est une question difficile qui ne sera réglée que des siècles plus tard, en 1199. Mais je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet parce que c'est très intéressant. Donc les deux rois, Charles et Salomon, sont enfin en paix. Et ça tombe bien, parce que les Barbus du Nord commencent sérieusement à déranger, puisqu'en 873, Hasting et les siens s'emparent de la ville d'Angers et décident de s'y installer. Seulement Angers est entre le royaume breton et entre le royaume franc, vu que la partie ouest est au royaume breton et la partie est au royaume franc. Salomon et Charles décident de libérer la ville ensemble. Donc les deux rois se placent respectivement de leur côté, mais le siège dure et ils n'arrivent pas à récupérer la ville. Du côté de Charles, les Vikings ont renforcé la défense, ce qui fait que le roi franc n'arrive pas à passer. Tandis que du côté de Salomon, il y a la Maine, sur lequel les Vikings ont tous leurs dracars.
Les Vikings placent donc leurs archers dans ces dracars, et les Bretons n'ayant pas de flotte ne peuvent pas approcher. Donc il faut trouver une solution très rapidement. Ce que Salomon va faire. En effet, il va faire creuser un canal de plus de 800 mètres afin de dévier l'eau. Les dracars vikings se retrouvent alors dans la boue et les Bretons peuvent aller au corps à corps. Étant plus nombreux, ils ont l'avantage. Seulement, à ce moment-là, Hastings s'empresse d'aller voir Charles pour négocier. Expert là-dedans, le gars. Donc Charles accepte de laisser Hastings partir en échange de la récupération de tout ce qu'ils ont pu piller au cours des mois précédents. Et en ayant la parole d'Hastings, qu'il va rentrer en Scandinavie et arrêter de faire son cirque. Salomon, lui, n'avait pas tout à fait la même idée en tête. Ayant déjà négocié avec Hastings et ayant vu le résultat, il aurait préféré tous les... Oui, quoi. Mais Hastings promet de rentrer, ce qu'il ne va pas faire, puisque quelques mois après, il retourne dans le pays franc et se met à saccager tout ce qu'il peut encore plus violemment qu'avant. Nous sommes alors à l'automne 873 et Salomon rentre en Bretagne auréolé de la victoire contre les Vikings. Et ce qu'il ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que ce sont ses derniers mois de règne. Puisque coup de théâtre, en début 874, Salomon se retire du pouvoir pour aller au monastère de Plélan, et son fils Druigon étant trop jeune pour diriger, il met en place un conseil de régence. Alors qu'il est au sommet de sa gloire, qu'il a enfin obtenu le titre de roi, qu'il a un royaume immense et qu'il vient de chasser les Vikings, il se retire. Certains disent que c'est pour expier son assassinat d'Erispoé 17 ans plus tôt. Mais la réalité est un peu plus complexe, puisque quand Salomon est rentré en Bretagne suite au siège d'Angers, il n'a trouvé ni plus ni moins qu'un complot visant à l'écarter du pouvoir dans lequel participait une bonne partie de sa famille et de ses conseillers. Ces hommes de confiance, les hommes avec qui il s'est battu au fil de toutes ces années, le poussent à la sortie en le forçant à une sorte d'exil religieux. Salomon, n'ayant alors plus de pouvoir au sein du royaume, est obligé de leur obéir. Alors qui peut-on retrouver dans ce complot? Il y a notamment Gurwand, qui était, vous savez, le gendre d'Erispoé, qui n'était pas d'accord avec Salomon lorsqu'il a négocié avec Hastings. On retrouve également Pascoweten, son neveu et un de ses plus proches conseillers, celui-là même qui avait été envoyé en 867 à Compiègne négocier avec Charles à la place de Salomon. Il y a aussi d'autres neveux de Salomon, des nobles bretons et des nobles francs qui ont été dépossédés de leur pouvoir suite aux conquêtes du roi breton. Tout ce beau monde est rassemblé pour des causes diverses, certains veulent le pouvoir, d'autres veulent juste voir Salomon tomber, mais en tout cas ils font cause commune afin de l'écarter de sa place de roi. Mais voir Salomon retiré dans un monastère à Plélan ne leur suffit pas. Leur but, c'est de l'éliminer. Ils décident donc d'aller s'occuper de lui. Mais ce dernier est averti que les conjurés se dirigent vers lui afin de l'éliminer. Il s'enfuit donc et se dirige vers la Cornouaille, où il trouve refuge dans un autre monastère. Alors, on ne sait pas avec exactitude où cela se trouve, si c'est à Langoélan ou à la Martyre. Toujours est-il que les conjurés le retrouvent. Ses adversaires ne rentrent pas dans le monastère, puisqu'il est interdit de tuer quelqu'un dans un lieu saint, ce qui n'avait pas arrêté le roi breton 17 ans plus tôt. Salomon entame donc des négociations avec eux. Ils lui garantissent que s'il sort, aucun breton ne lui fera du mal. Mais Salomon n'étant pas dupe, préfère quand même convoquer un évêque et reçoit les derniers sacrements avant de sortir. Ainsi, il est en paix avec lui-même avant de se confronter à son triste destin. Puisqu'effectivement, les Bretons ne le tuent pas. Ils l'attrapent et le donnent aux Francs. Et il va passer les pires heures de sa vie. Pour commencer, il semble qu'il tue son jeune fils Druigon devant lui. Ensuite, il décide de lui crever les yeux avant de le torturer toute la nuit pour mettre fin à ses souffrances au petit matin. D'où le nom du lieu, la Martyre, probablement. Nous sommes le 28 juin 874 et Salomon est mort. Son corps est alors transporté jusqu'au monastère de Plélan où il est inhumé à côté de sa femme. De par sa vie glorieuse et sa mort horrible, il est élevé au rang de saint par le peuple. Non reconnu officiellement par l'Église, il est vénéré dans plusieurs endroits de Bretagne, dont la Martyre, qui est placée sous le patronage de Saint Salomon et qui a abrité un reliquaire en argent avec des restes du roi breton. Il y eut également une église de Vannes qui lui fut dédiée et il est le patron d'une ville du Loiret, Pithiviers, dans lequel sa dépouille est passée vers 932 pour échapper au pillage viking. Malheureusement, l'église de Vannes et les restes de sa dépouille ont été détruits à la Révolution française. À la suite de ce coup d'état, Gurwand et Pascoweten vont entrer en conflit et créer une guerre civile en Bretagne. Elle ne sera réglée qu'en 890 par le couronnement d'Aland Ier, dit le Grand, qui n'est autre que le troisième et dernier roi breton.
Voilà pour cette longue vidéo. J'espère vous avoir appris ou fait découvrir des choses ou des événements que vous ne connaissiez pas et fait découvrir un personnage exceptionnel et ô combien important pour l'histoire de la Bretagne, le roi Salomon. Donc si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, enfin, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo afin que je puisse m'améliorer. Et enfin, si vous voulez faire découvrir cette histoire, n'hésitez pas à partager sur internet, ou même dans la vraie vie autour de vous, hein, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous dis Trugaré à Kenavo.